Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. À l'approche de l'élection présidentielle du 7 septembre, donc la campagne électorale s'achève mardi. Les candidats s'attachent à consolider leur message et mobiliser le soutien populaire pour un avenir prometteur pour l'Algérie. La communauté nationale établie à l'étranger vote à partir de demain. Elle est au cœur des discours et programmes de la campagne électorale des 3 candidats exemples à Paris et à Londres, avec les préparatifs en prévision du jour J. À l'étranger, début hier des vaccinations contre la polio à Gaza, où l'entité sioniste poursuit son agression sauvage. Ce matin, au moins 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements de l'armée sioniste contre plusieurs zones de la ville de Gaza et du camp de Bouraïdj. La capitale s'est transformée chaque week-end en un grand échiquier où les passionnés du jeu d'échecs se sont retrouvés autour de plusieurs tables pour s'affronter. Un reportage à suivre à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. À l'approche de l'élection présidentielle du 7 septembre, dont la campagne électorale s'achève mardi, les candidats s'attachent à consolider leur message et mobiliser le soutien populaire pour un avenir prometteur pour l'Algérie. Les 3 candidats se sont concentrés sur la forte participation des électeurs à ce scrutin, le renforcement du front intérieur et la préservation de la sécurité, la stabilité et la protection du pays. Rim Damis. À Tizi Ouzou, le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Shrif, a mis en avant son attachement à visiter les différentes régions du pays lors de sa campagne électorale, affirmant que son programme électoral tend à renforcer l'unité du peuple algérien et à préserver la stabilité du pays. Il a ajouté que son parti a toujours été attaché à la préservation de l'unité nationale par fidélité à la ligne tracée par le fondateur du mouvement Cheikh Mahfoud Nahnah, qui mettait l'unité et la stabilité du pays au-dessus de toute considération politique. Rappelant la dimension historique, culturelle, touristique et religieuse de Tizi Ouzou, Hassani a affirmé que cette région a contribué à la préservation de l'identité du peuple algérien et ses valeurs religieuses, et en déjouant les plans visant à effacer l'identité nationale. Hassani Shrif a souligné que son programme reposait sur des réformes économiques basées sur l'exploitation des ressources, l'égalité des chances, la réduction des disparités et la promotion de l'investissement. Youssef Aouchiche, le candidat à la présidentielle, a appelé les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou à se mobiliser massivement et à participer aux prochaines élections en votant en faveur de son programme électoral plutôt que de s'abstenir ou de se retirer. Lors d'un meeting populaire animé dans le cadre du 17e jour de campagne électorale, Aouchiche a présenté les grandes lignes de son programme. Il a insisté sur la nécessité de mieux définir les responsabilités des différentes institutions de l'État, mais aussi de procéder à la réforme du système juridique. Sur le plan économique, il s'est engagé à mettre en place un système centralisé visant à garantir l'équité dans les programmes de développement et à diversifier les sources d'investissement. Aouchiche a affirmé que son projet présidentiel répond aux aspirations des Algériens et constitue une alternative démocratique pour construire une Algérie fidèle aux principes de novembre. Aouchiche s'est engagé, s'il est élu président, à garantir l'égalité et l'équité entre les Algériens. Les rassemblements organisés en France par les représentants de la direction de campagne du candidat libre Abdelmajid Tebboune, notamment ceux tenus à Paris et à Marseille, ont révélé une ferveur populaire sans précédent parmi les membres de la communauté algérienne en France. Mehdi Zar, directeur de campagne du candidat Abdelmajid Tebboune, a exprimé son soutien au candidat libre tout en affirmant que Tebboune a redonné espoir aux Algériens pour une Algérie prospère. Dans une série de discours et d'interventions, les participants ont exprimé leur soutien indéfectible à la continuité du programme initié par Abdelmajid Tebboune lors de son mandat. Ces rassemblements ont montré des voix déterminées portées par l'espoir d'un avenir meilleur sous la direction de Abdelmajid Tebboune, et la continuité de son programme est perçue comme une garantie de prospérité pour l'Algérie et sa diaspora. Cette mobilisation au-delà des frontières algériennes renforce l'idée d'un mouvement populaire en faveur de la stabilité et du progrès.
Et les Algériens établis à l'étranger votent donc à partir de demain. À la veille du début de l'opération de vote, le consulat d'Algérie à Nanterre grouillé de nos ressortissants qui étaient nombreux à venir récupérer leur carte de vote. Conscients de l'importance de cet acte et soucieux de l'avenir de leur patrie, notre correspondante Afaf Belouchette a rencontré certains d'entre eux. Je vous laisse découvrir. C'est le dernier week-end précédant le début du scrutin et le consulat d'Algérie à Nanterre est particulièrement animé. La foule présente se distingue par l'objet de son déplacement, à savoir récupérer sa carte de vote à temps. Les cartes de vote sur place. On a vraiment الفئة الشبابية راهي حاضرة بزاف. Et du coup vraiment c'est un plaisir أنا اليوم باش نتلاقاو بالشباب تاعنا وبالجالية فرحانين بزاف بهذا العرس تاعنا الانتخابي. Des jeunes et des moins jeunes, tous soucieux de ne pas manquer ce rendez-vous civique, affichent une motivation intacte. Pour distribuer frères et sœurs, pour les compatriotes. J'ai ma carte. Alors c'était important de venir la chercher aujourd'hui ? Bien sûr, on est algérien à 1000%, c'est pas à 100%, mais à 1000%, donc c'est une fierté pour nous de avoir le privilège de pouvoir voter. D'abord de tout citoyen algérien, de répondre présent à l'appel des urnes pour les élections algériennes. Donc voilà, on sera présent dès lundi pour pouvoir voter. Une semaine au 7 septembre, on a largement le temps de trouver un moment pour voter dans tous les bureaux de notre région. Donc voilà. Et vive l'Algérie. Parmi eux, un double champion d'Europe de boxe. Vêtu des couleurs nationales, il est accompagné de son père pour l'occasion. C'est le champion d'Europe. Il a tenu à venir chercher sa carte pour la première fois. Parce que je suis pur algérien, j'aime l'Algérie et c'est mon pays. Et c'est lui qui a été choisi par la déléguée de l'ANI pour participer à la simulation du scrutin devant des membres des bureaux de vote. Cette opération obligatoire s'est tenue lors d'une cérémonie solennelle en présence du coordinateur de l'ANI pour la zone 1. Je suis passé aujourd'hui à Pontoise, Bobigny, Nanterre. Là, je vais aller à Paris. Il y a un engouement que les gens ils sont intéressés, très intéressés même. Donc on attend que la communauté vienne en force et ça fait plaisir. C'est une fierté pour nous. Tout est donc prêt et la motivation semble être au rendez-vous. Qu'ils soient organisateurs ou futurs électeurs, ici, chacun a à cœur de faire de cette élection une célébration de la patrie. Nos représentations consulaires ont mis en place de nouveaux bureaux de vote, des bureaux qui garantissent l'exercice du droit de vote aux personnes en situation de handicap. À cet effet, des mesures ont été renforcées pour faciliter le vote de tous. Afaf Belouchette. Ahmed Boussif est particulièrement aimé aujourd'hui. Ressortissant algérien, sa visite au consulat n'est pas une première, mais aujourd'hui, il est porteur d'une noble mission. Et à cette occasion, j'invite tous nos ressortissants résidant à l'étranger à exprimer leur attachement à notre patrie en se rendant massivement au bureau de vote. C'est important pour moi d'être là aujourd'hui, vraiment je suis fier. Et représenter les filles algériens, c'est une fierté pour nous, pour que les tâches concernant les futures élections présidentielles puissent être comprises par la population algérienne. Et c'est parce que les malentendants sont des citoyens à part entière qu'il a été chargé par le consulat d'Algérie à Nanterre de traduire les informations pratiques en lien avec le déroulement du scrutin en langue française destinée, celle donc apprise par nos binationaux malentendants. Les sourds, peu importe se trouvent, les sourds d'identité algérienne n'ont pas été informés. Et en recevant un message en langue signe française, ils pourront comprendre que les élections approchent et ils pourront aller voter. En présentiel ou en vidéo, Ahmed a mis tout son cœur dans ce message qui sera largement diffusé sur les supports de communication du consulat et à travers les médias. Je vous encourage vivement, après avoir reçu le message en langue signe, d'aller voter du 2 au 7 septembre 2024, l'heure, 8h jusqu'à 7h du soir. Et en Grande-Bretagne, 6 bureaux de vote ont été installés au niveau des grandes villes pour accueillir les électeurs algériens qui comptent réaffirmer leur participation à l'édification de l'Algérie. Exemple à Londres avec Walid Yousfi. À la veille des présidentielles algériennes pour la diaspora établie à l'étranger, les bureaux de vote en Grande-Bretagne sont fin prêts pour accueillir les électeurs qui devront exprimer leur choix à travers les urnes.
Nous allons exercer notre droit électoral pour le bien de notre pays. Le corps est ici, mais le cœur est en Algérie. On ne souhaite que le meilleur pour notre pays. Nous sommes contents. Tout le monde devrait participer à ces élections. En principe, الشعب قاعد يفوتي عليها. Bien sûr que je vais participer aux élections. J'appelle toute la communauté algérienne à prendre contact avec le consulat pour participer aux élections pour une meilleure Algérie. Il est important de voter, peu importe où nous sommes. La communauté algérienne établie à l'étranger est une partie intégrante de la mère patrie et leur participation à ces élections vient confirmer cela. En Grande-Bretagne, il y a 6 bureaux de vote. Cela permettra d'augmenter le taux de participation de notre communauté à ces élections. Les 6 bureaux de vote sont situés au niveau des grandes villes de la Grande-Bretagne. Ils sont tous mobilisés et aménagés pour accueillir un grand nombre d'électeurs. En coordination avec les différentes instances diplomatiques, nous avons donc commencé par la révision des listes électorales. Nous avons désigné les villes adéquates pour l'installation des bureaux de vote ainsi que la nomination des membres de ces bureaux. Les préparatifs ont été réalisés avec succès car tous les moyens matériels et humains ont été mis à notre disposition pour assurer le succès de cette opération. Nous sommes entièrement prêts à accueillir les membres de la communauté à partir du 2 septembre. Nous avons lancé une campagne d'information et de sensibilisation auprès des membres de la communauté pour les sensibiliser. Cela s'est fait entre autres par le biais de contacts avec les associations communautaires ainsi que l'utilisation des réseaux sociaux. Une campagne de sensibilisation destinée donc à accueillir un maximum d'électeurs le jour du scrutin en Grande-Bretagne. En marge de sa visite de travail qu'il effectue en République de Slovénie, chargée par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est rendu hier au musée ethnographique slovène abritant une exposition de photos et d'œuvres artisanales algériennes sous le thème « Un voyage à travers la mémoire, paysage naturel de l'Algérie ». L'exposition met en lumière nombre de paysages époustouflants et d'œuvres artisanales algériennes à travers les souvenirs de la citoyenne slovène Nina Zdravic-Polic qui a passé son enfance en Algérie durant les années 1960 avec son père, médecin de profession. Échangeant avec l'organisatrice de l'exposition, Attaf s'est félicité de cette initiative qui permettra, a-t-il dit, de faire découvrir l'Algérie et son lait culturel en Slovénie et de contribuer au renforcement des échanges culturels et humains entre les deux pays. L'adhésion de l'Algérie à la banque du groupe des BRICS a été officiellement approuvée lors de la réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de cette institution tenue hier à Cap Town en Afrique du Sud. Cette décision a été confirmée par la présidente de la NDB, Dilma Rousseff, lors d'une conférence de presse organisée à l'issue des travaux du Conseil et des gouverneurs. Avec son adhésion en tant que membre de cette importante institution de développement, bras financier du groupe des BRICS, l'Algérie franchit une étape majeure dans son processus d'intégration au système financier mondial et devient ainsi le 9e pays membre de la New Development Bank. Début hier des vaccinations contre la polio à Gaza où l'entité sioniste poursuit son agression sauvage. Ce matin, au moins 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements de l'armée sioniste contre plusieurs zones de la ville de Gaza et du camp de Bouraïdj en Cisjordanie. L'entité sioniste poursuit une vaste opération militaire entamée mercredi dans le nord de la Cisjordanie occupée qui a suscité protestation de la communauté internationale. Wissam Abouzaïd à Melbourne. Pour la première fois depuis le début de l'agression sioniste contre Gaza et après des efforts intenses des agences de l'ONU et des organisations humanitaires, la campagne anti-polio est officiellement lancée. Elle vise à vacciner plus de 650 000 enfants dans le territoire palestinien assiégé et dévasté par 11 mois d'une guerre sauvage. Éradiqués depuis 25 ans, les premiers cas de polio ont réapparu ces derniers mois à Deir el-Balah, au centre de Gaza. Avec la propagation de toutes sortes de maladies, les déplacements en masse et le manque d'hygiène, nos enfants sont en danger. C'est pourquoi je me suis précipité aujourd'hui pour administrer la première dose du vaccin anti-polio à mon enfant. La deuxième est prévue dans 4 semaines, ce qui permettra de le protéger.
J'avais peur que mes enfants n'attrapent la polio qui s'est récemment répandue. Surtout que nous souffrons du manque d'hygiène et des eaux usées qui infestent les lieux. Je suis vraiment inquiète. La campagne de vaccination anti-polio a été lancée officiellement hier par le ministère de la Santé palestinien en collaboration avec l'UNRWA et des agences onusiennes comme l'UNICEF et l'OMS dans l'enclave palestinienne où des pauses humanitaires ont été imposées à l'occupant sioniste. Chaque enfant de 0 à 10 ans recevra 2 doses de vaccin. Parmi les défis que nous devons surmonter, les difficultés d'accès aux centres de vaccination pour les équipes de santé et les craintes des attaques de l'armée d'occupation qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Cette campagne de vaccination anti-polio intervient alors que les Palestiniens privés de vivres, d'eau et de médicaments vivent un véritable désastre humanitaire et sanitaire depuis près d'un an. Plus de 25 000 malades et blessés palestiniens attendent toujours l'ouverture des points de passage pour leur évacuation pour des soins à l'étranger. Je ne peux pas être soigné à Gaza. J'attends l'ouverture du point de passage qui est toujours fermé. De multiples témoignages que notre correspondant à Gaza, Wissam Abou Zaïd, rapporte quotidiennement depuis des mois, qui dévoilent au monde entier la détresse des Palestiniens qui tentent de survivre et de résister face à la monstruosité de l'occupant sioniste. Au Maroc, l'afflux de Marocains tentant de traverser la mer pour échapper à leur pays met en lumière une crise migratoire majeure qui reflète un malaise social sans précédent. Yasmine Saudi. Visiblement épuisé, ce jeune Marocain lutte contre les vagues dans l'espoir de rejoindre l'enclave espagnole Ceuta. Comme lui, ils sont des centaines, voire des milliers à risquer leur vie en quête de sécurité. Hommes, femmes et enfants choisissent d'affronter des conditions périlleuses pour fuir un climat politique répressif. Pour préserver leur dignité, ces jeunes fuient leur terre natale, impuissants de faire face à des pratiques d'un régime prêt à sacrifier un peuple pour gouverner. C'en est trop, nous ne pouvons plus vivre dans ces conditions. En fuyant le Maroc, nous recherchons plus que de l'argent. Nous voulons retrouver notre dignité. Nous manquons de reconnaissance et même si nous risquons notre vie, c'est dans notre pays que nous mourrons à petit feu. Selon un sondage de l'Institut Arabe Baromètre, 35% des Marocains pensent à s'exiler. La moitié d'entre eux envisagent de le faire même s'ils n'obtiennent pas les visas nécessaires pour partir légalement. De son côté, le régime marocain semble faciliter indirectement cette migration en permettant à ces personnes de quitter le pays qui représente le principal pays d'origine des migrants clandestins. Cette situation suggère une pression calculée sur l'Espagne visant à influencer ses politiques migratoires. Le Makhzen tente d'utiliser cette crise pour servir ses propres objectifs politiques. La carte de la migration est utilisée comme un moyen de chantage pour faire pression sur un État membre, en l'occurrence le gouvernement espagnol. Le gouvernement espagnol dépend bien sûr du gouvernement marocain pour arrêter ces traversées irrégulières. Le Maroc exerce une pression sur l'Espagne en adoptant une politique migratoire intense. Il facilite le départ des personnes vers l'enclave espagnole Ceuta en incluant femmes, enfants et nourrissons. Le Maroc semble négliger les principes de dignité et d'honneur. En utilisant les migrants comme levier de pression, le Maroc fait fi du sort des individus qu'il envoie. La crise migratoire vers Ceuta ou encore Melilla est également le reflet d'une économie marocaine en grande difficulté. L'inflation galopante et la baisse du pouvoir d'achat pèsent lourdement sur les citoyens. Les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter, tandis que les salaires stagnent. Face à cette situation économique intenable, marquée par la répression politique et l'absence de perspective, de nombreux Marocains sont contraints de fuir, cherchant désespérément une vie meilleure. Retour en Algérie, clôturière de la manifestation Soirée sans voiture à Alger, une manifestation qui avait pour but de redynamiser l'animation culturelle dans la capitale qui se transformait chaque week-end en un grand échiquier où les passionnés du jeu d'échecs se sont retrouvés autour de plusieurs tables pour s'affronter. Notre journaliste Yanis Saïd Belkacem a fait le tour des tables occupées par de jeunes échéphiles. Regardez.
Concentration, stratégie et beaucoup de réflexion, ce sont les règles de base du jeu d'échecs. Depuis le début des vacances, cet espace est devenu le lieu de prédilection des échequistes. Sur ces cases noires et blanches, il ne s'agit pas seulement d'effectuer des coups, mais aussi d'apprendre. Les échecs, il y a ce qu'on dit, c'est le jeu des rois et le roi des œufs. Voilà, les échecs, c'est une discipline morale et physique en même temps. Elle permet aux enfants d'acquérir une notion d'intelligence importante, de développer le sang-froid, la maîtrise de soi-même et même l'ouverture sur la vie, l'apprentissage. Et c'est tout, elle aide beaucoup les enfants dans leurs études. Les échequistes trouvent ici un terrain d'expression où chaque partie est une nouvelle aventure. خيرت هاد لا ديسيبلين سبيسيالمون باسكو تعاونك مورالمون باسكو شغل سورتو تعاونك في لي زيتي تاعك باسكو شغل تقدر كي تتعلم لي زيشيك شغل اصلا في لي زيشيك باش تخي اون بارتي شغل لازم يكون عندك لي زيدي تفوا دونك ميم في المسيت تعاونك شغل يكون عندك افكار. J'ai commencé à 6 ans de pratiquer les jeux d'échecs et j'ai commencé par ce club qui s'appelle Réor. Et j'aime les jeux d'échecs parce que je réfléchis à beaucoup de choses, des coups les jumbats. Et j'aime les jeux d'échecs. C'est mon sport préféré. Pour les animateurs, l'objectif étant de transmettre la passion des échecs aux tout petits, un jeu qui permettra de stimuler la capacité de concentration chez les enfants. L'enfant il devient calme, serein, il peut réfléchir, il peut voir aussi, et il peut programmer son avenir. Bien plus qu'un simple jeu de divertissement, les échecs ont séduit les jeunes de la capitale. La preuve, cet endroit affiche complet tous les week-ends depuis le début des vacances. On termine cette édition avec les Jeux paralympiques 2024 et cette médaille de bronze remportée par l'athlète algérienne Linda Hamri au saut longueur T12 lors de la 3e journée disputée aujourd'hui au stade de Saint-Denis. Linda Hamri vient de réaliser sa meilleure performance de l'année avec un bond mesuré à 5,30 m au 2e essai. Elle offre ainsi la 2e médaille pour l'Algérie après la médaille d'or qui a été remportée hier par Nassima Saifi. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.